Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo où j'ai essayé de faire un format un peu différent. Donc si jamais vous appréciez ça et que surtout vous en avez retiré de la valeur pour votre entreprise, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui on va voir l'approche systémique de la scalabilité. Alors déjà on va voir pourquoi 90% des entrepreneurs confondent grossir et scaler. Donc déjà quelle est la différence? Grossir, c'est tout simplement agrandir son entreprise en ouvrant plus de magasins, en recrutant plus, donc en augmentant ses charges et donc forcément en développant son chiffre d'affaires. Mais le problème de cette vision là, c'est que forcément les marges également vont s'amaigrir avec le temps. Et en règle générale, ce qui se passe lorsque les entreprises commencent à grossir, c'est qu'elles ne prévoient pas leur marge en conséquence du grossissement qu'ils veulent faire. Je m'explique, c'est qu'en règle générale, les entreprises, lorsqu'elles vont grossir, elles vont garder les mêmes marges comme lorsqu'elles étaient artisans ou qu'elles étaient seules ou avec 2-3 employés. Mais le problème, c'est qu'au plus on va agrandir le bateau, au plus les frais fixes vont augmenter et donc forcément l'entreprise va perdre en rentabilité. C'est pour ça qu'il y a plein de sociétés qui se développent à 2 millions, 3 millions, mais arrivé à ces stades-là, en fait l'entreprise n'est quasiment plus rentable et c'est pour ça qu'en règle générale, il y a des marches en arrière. Comparé à scaler, où en fait le but de scaler, c'est de développer l'entreprise tout en minimisant les charges fixes et faisant en sorte que l'entreprise reste très rentable. Et ça, on a différentes manières de le faire et ça, on va le voir durant cette vidéo. Donc déjà, premier point, le fait qui bloque le développement des sociétés, c'est le syndrome de l'homme orchestre. C'est quand vous, en tant que dirigeant, vous êtes tout simplement le goulot d'étranglement de l'entreprise parce que vous faites constamment du micromanagement, vous êtes constamment en train de vérifier que font tous vos employés et est-ce qu'ils le font de la bonne manière. Vous ne systématisez pas tout ça de sorte à tout ce que soit bien organisé sans même que vous soyez présent ou pas. Donc en règle générale, à 80% des cas également, vous êtes le principal goulot d'étranglement de votre société et la seule chose qui sépare le fait de scaler votre société à l'instant T, c'est le fait de vous détacher de tout ça et donc de mettre des processus en place de sorte à ce que d'autres personnes puissent faire votre processus que vous-même vous faites très bien, mais créer des processus clairs et nets de sorte à ce que d'autres personnes puissent les reproduire à la perfection. Après, il faut également avoir une différence fondamentale entre l'accumulation de ressources versus l'architecture systémique. Je m'explique. En fait, c'est quoi l'accumulation de ressources? C'est lorsqu'en fait, plutôt que de réfléchir intelligemment à dire comment je peux développer en limitant au maximum mes charges fixes, c'est tout simplement ouvrir plein de points de vente de partout, faire en sorte vraiment d'alourdir le bateau et montrer qu'on est présent parce qu'en règle générale, ça fait plaisir à l'ego et c'est comme ça qu'on faisait un petit peu d'antan. Et sauf qu'aujourd'hui, il faut plutôt réfléchir en architecture. Comment faire en sorte de grossir en minimisant toutes les couches? En fait, au plus vous allez rajouter de couches dans votre organisation, au plus vous allez alourdir le bateau, au plus vous allez perdre en agilité et au plus vous allez également perdre en rentabilité. C'est pour ça qu'il faut plutôt avoir une vue horizontale de sa société que verticale. Au plus vous augmentez les étages et au plus c'est compliqué d'aller atteindre le premier étage. Tandis que si vous restez sur du plein pied, c'est beaucoup plus facile à communiquer les uns les autres, la société reste beaucoup plus agile et ce qui permet également de maximiser l'innovation dans la société. Après, l'autre point, ça va être la théorie des systèmes complexes qui va être appliquée à votre entreprise. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est sous vos yeux juste ici afin de vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. En fait, la théorie des systèmes complexes appliquée à l'entreprise, ça signifie que votre organisation devient un réseau d'éléments interconnectés où chaque composant, c'est-à-dire les processus, l'équipe, les outils, interagit et s'influence mutuellement pour créer une intelligence collective supérieure à la somme des parties. Donc, contrairement à une entreprise linéaire où tout dépend du dirigeant, ce que vous faites à 90% des cas, le système complexe génère des comportements émergents, s'auto-organise et s'adapte de manière autonome au changement de son environnement. Donc si on essaie un petit peu de vulgariser ça, en fait c'est un petit peu ce que je disais juste avant. La théorie des concepts, la théorie des systèmes, c'est soit en fait votre entreprise est verticale et tout repose sur vous et toutes les décisions sont prises par vous et donc si vous approuvez pas les décisions et si vous les vérifiez pas, en fait vous n'êtes pas content et également la société elle est bridée. Par contre, si tout est à plat, tout est bien horizontal, dans ce cas-là les équipes sont beaucoup plus autonomes, mais évidemment il faut processiser tout ça et mettre des systèmes en place sur ce qu'on pourra voir juste après. Ce qui fait que les équipes seront autonomes et vu qu'elles seront autonomes, elles seront beaucoup plus enclins à innover. Pourquoi? En règle générale, on a beaucoup de mal à l'heure d'aujourd'hui à travailler avec les jeunes générations où on arrive beaucoup, c'est très dur de trouver des personnes qui sont prêtes à travailler et faire ce qu'on veut. C'est parce qu'en fait, les personnes aujourd'hui, elles ont de plus en plus de mal à être bridées, à être mises dans une case, à faire que ça et rester ainsi. Tandis que si on prend un petit peu le problème d'un autre sens et qu'on essaie de faire en sorte que ces personnes soient autonomes et que presque elles puissent entre
entreprendre elles-mêmes dans votre propre structure, eh ben, la dynamique va être complètement différente. Parce que du coup, elles vont réfléchir comment faire en sorte de débloquer la société. Parce que des fois, il y a des points de blocage, il y a des goulots d'étranglement dans votre société que vous-même, vous ne voyez pas, mais que vos employés voient. Mais étant donné que vous êtes dans cette posture de dirigeant où c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous le plus intelligent et c'est vous qui décidez de tout, eh bien, vous êtes complètement fermé à tout cela. Tandis que si vous ouvrez un petit peu votre esprit à écouter votre équipe et justement à la pousser à mettre en avant ses idées et ses points de blocage que eux ils voient pour réfléchir ensemble, pour faire avancer l'organisation, eh bien, vous allez voir que la dynamique sera complètement différente. Et c'est pour cela qu'en 2025, on arrive à un âge où la scalabilité systémique est très important, voire primordial, ou sinon vous allez complètement stagner dans votre société. On a vraiment un changement de paradigme ces dernières années où maintenant les personnes ont besoin de se sentir inclure dans le projet entrepreneurial, inclure dans le projet de l'organisation, que les salariés comprennent pourquoi on fait tout ça et de sorte à ce qu'on avance tous dans la même direction. D'ailleurs, c'est pour ça que les sociétés qui explosent le plus, eh bien, c'est des sociétés où la direction a décidé que tout le monde soit inclus dans le projet et c'est pour ça qu'on parle très souvent de culture d'entreprise, des choses comme ça, ou des fois ça peut nous paraître complètement aberrant, complètement bullshit, ce genre de truc, de dire ouais mais à quoi ça sert à ce que tout le monde se réunisse sous une même valeur, sous les mêmes objectifs. Mais en fait, c'est complètement logique parce qu'en fait aujourd'hui on est tellement égocentrique, on est tellement sur notre nombril dans notre société d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui nous isolent de plus en plus, mais paradoxalement à ça, on n'a jamais ressenti et eu le besoin d'être autant réunis sous une même coupole. D'ailleurs c'est pour ça que les marques fonctionnent aussi bien, c'est pour ça que Nike fonctionne aussi bien, parce que Apple fonctionne aussi bien, parce que lorsqu'on achète ces produits là on se sent inclus dans une communauté. Et donc ça c'est vraiment super important de le prendre en considération pour sa propre organisation, d'essayer justement de créer une espèce de communauté où les gens se sentent bien, où ils se sentent habités par un projet et donc vous allez voir que de suite la dynamique de la société sera complètement différente. Ok. Après donc là ça se distingue en 4 parties, tout ça avec une petite conclusion. La partie 1 ça va être, on va voir ensemble les 4 niveaux de maturité structurelle. Donc le niveau 1 c'est l'entrepreneur omnipotent où là vraiment toutes les décisions passent par vous, il est impossible de partir en vacances sans stress et la croissance est limitée par votre capacité personnelle. C'est-à-dire que si vous partez, la société ne fonctionne plus. Si jamais vous décidez de partir en vacances, si jamais il y a des décisions qui doivent être prises, tout doit passer par vous. C'est-à-dire que même en vacances, on vous appelle. Si jamais il y a un souci sur un SAV, si jamais il y a une décision à prendre avec un client, tout passe par vous. Et donc là, forcément, en appliquant ça à ce niveau-là, jamais vous pourrez développer votre structure. Le niveau 2, c'est la délégation tactique. Ok, donc vous avez plus de bras, mais c'est toujours vous qui êtes le cerveau de l'entreprise. Ok, donc vous restez le décideur de tout. Votre équipe exécute, mais ne pense pas. Donc juste, ils exécutent bêtement. Vous leur dites faites ça, faites ça, faites ça. Et surtout, n'allez pas contre mes ordres parce que sinon, vous allez dire que c'est des très mauvais exécutants, des très mauvais salariés qui n'écoutent strictement rien. Et donc du coup, ce qui fait que également le scaling est limité par votre bande passante cognitive. C'est-à-dire que notre cerveau, il est limité, on a 24 heures tous dans une journée et forcément, vous avez à un moment donné une accumulation d'informations qui est donnée à votre cerveau par votre entreprise et cette bande passante, elle est limitée. À un moment donné, vous n'allez plus pouvoir avoir autant d'informations parce que vous avez aussi une vie personnelle et donc ça fait que l'entreprise est limitée parce que vous êtes le seul cerveau. Tandis que dans le niveau 3, le niveau 3, c'est là où ça commence à être un peu intéressant, c'est la systématisation intelligente. Et c'est là où vous commencez à créer plusieurs petits cerveaux dans votre société. Donc, c'est là où vous allez créer des SOP détaillés pour chaque fonction de la société. Par exemple, le pôle administratif, vous allez expliquer concrètement, sous forme de SOP, comment doit tout se dérouler. Par exemple, on reçoit un devis, étape 1, on réceptionne le devis, on le télécharge, on le met dans tel fichier. Étape 2, on contacte le client pour validation. Étape 3, une fois qu'on a la validation, on programme telle et telle chose. Vraiment, on systématise ça de sorte à ce que ça soit quelque chose de simple à suivre et que n'importe qui puisse le faire, même votre enfant, même un enfant de 10 ans. Donc ça, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Après, on a également les KPI. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire, par exemple, 100 000 € de chiffre d'affaires durant le mois de septembre 2025. On sait que pour faire ces 100 000 € de chiffre d'affaires, il nous faut 10 ventes. Ok. Donc, pour faire ces 10 ventes, si on a un taux de transformation de 30%, il va nous falloir 30 rendez-vous. Pour avoir ces 30 rendez-vous, il va nous falloir 100 demandes de devis.
etc., etc. Pour avoir ces 100 demandes de devis, il va falloir qu'on dépense 2000 €. Et à partir de là, eh bien, on sait combien il faut qu'on dépense journalièrement, on sait combien il faut qu'on dépense chaque semaine, et on sait que si à un moment donné, on est en dehors de ces clous, eh bien, c'est tout à fait normal si on n'atteint pas les objectifs. Et donc, le fait de mettre ces KPI et qu'il y ait une personne dédiée qui va les traquer, ça va donc permettre à l'organisation d'avoir un suivi précis, et le chef d'entreprise aura juste à suivre les KPI, voir que tout se passe bien, et vous allez voir que là, automatiquement, eh bien, le cerveau collectif va faire son effet tout seul. Donc du coup, je vous ai préparé un petit agent avec l'IA pour processiser votre entreprise. Je vais vous l'offrir durant cette vidéo. Si vous avez déjà tenu ce cas-là, bravo, parce que c'est pas toujours facile d'écouter ce type de contenu. Donc en fait, c'est une IA qui va vous aider à structurer votre société. Donc là, bon, moi je l'ai déjà lancé auparavant. Je vais essayer de voir si je peux... ok, parfait. Alors, peux-tu m'aider à structurer mon entreprise? Ok, donc là, on va voir un petit peu les différentes étapes qu'elle nous dit. Voilà, donc définir déjà la structure globale, donc le pôle acquisition, le pôle opération, le pôle support et gestion. Est-ce qu'il existe déjà des processus clés dans chaque pôle? Ok, prioriser ce qu'il faut documenter, tac, tac, tac. Et donc là, vous avez juste à suivre étape par étape tout ce que vous dit l'IA. Donc pour le moment, il vous demande le secteur d'activité, les offres principales, et si on a déjà une équipe ou si vous êtes seul. Et là, il va vous aider de A à Z à structurer votre entreprise. Vous allez voir, c'est fantastique. Donc ça, je vous l'offre. Ça a vraiment une très grande valeur. J'ai mis beaucoup de temps à le préparer et à le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous en servir. Le quatrième niveau de maturité structurelle, ça va être l'architecture décentralisée. Où là, en fait, l'entreprise, elle anticipe et s'adapte sans votre intervention. Donc là, c'est-à-dire que même si vous partez en vacances, eh bien, votre entreprise, non seulement elle tourne, mais elle s'améliore toute seule. D'accord? Là, votre seul objectif dans cette structure, c'est juste influer la vision et la stratégie de l'entreprise. À dire, ok, cette année, on va dans cette direction, on va faire ça et de telle manière. Et c'est le seul rôle que vous devez avoir, et vous devez voir que tout va bien dans la bonne direction. Si jamais le bateau il dévie un petit peu, de devoir le remettre dans le bon chemin. Et ça, c'est la meilleure manière de créer des entreprises. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, eh bien, on arrive à complètement se sortir de l'opérationnel. Et c'est là où on arrive à créer d'autres sociétés, d'autres verticales, etc., etc. Donc du coup, comment ça se passe un petit peu cette transformation structurelle? Déjà, premièrement, on va devoir redéfinir radicalement le rôle du dirigeant. Donc, on va devoir faire face à concevoir des systèmes qui font et pas qui fait. Ok? Donc ça, c'est hyper important. On va plus faire les choses, on va faire les choses de sorte à ce que ça se fasse pour nous. Ça, c'est le premier passage. Après, on va passer du passage de tactique à stratégique. Ok? Donc ça, deuxième passage. Troisième point, on va faire un leadership par la vision, vs un management par le contrôle. Donc maintenant, on va plus motiver nos équipes par rapport au fait qu'on va contrôler tout ce qu'ils font, mais plutôt on va leur dire, ok, moi mon idéal dans l'entreprise, c'est que le travail soit fait à la perfection et qu'il y ait un service 5 étoiles. Et donc maintenant, c'est aux salariés à se débrouiller, à mettre les choses en place pour que tout soit bien en 5 étoiles. Vous pouvez donner des pistes grâce au SOP, par exemple, faire telle chose, faire telle chose, faire telle chose, mais vous ne serez plus là derrière à vérifier constamment, ok, est-ce que tu as bien vissé telle vis, est-ce que ça, tu as bien fait ci, est-ce que ça, tu as bien fait ça. Parce que du coup, là, le salarié, on le met absolument pas en confiance, et en plus de ça, eh bien, ça vous prend une bande passante qui est énorme et ce qui retire derrière de la bande passante pour la stratégie. Après, on va construire donc des systèmes autorégulés. On va mettre en place une boucle de feedback automatique qui corrige les déviations. Donc ça, c'est très simple. Vous faites un Google Sheet et dès qu'il y a un problème qui arrive dans l'organisation, vous le notez, la résolution, et après vous faites un système de croix pour savoir à combien de fois il revient. S'il revient plus de 5 fois, vous créez un SOP pour mettre un process sur ce problème-là. Par exemple, si jamais vous avez un problème sur un poêle qui revient assez fréquemment, par exemple, on pourrait dire sur un poêle à granulés, il y a une défaillance au niveau d'une installation lors des reprises par exemple, où il y a un petit peu de l'eau qui rentre de temps en temps. Là, on va créer un process parce que ça fait 5 fois que ça arrive d'affilée. Ok, maintenant quand on fait une reprise de conduit sur un poêle à granulés, on vérifie telle chose et on fait telle action, de sorte à ce que le problème ne revienne plus. Après, on va intégrer l'intelligence artificielle dans les processus critiques afin qu'il y ait des vérifications et des choses comme ça afin de backer un petit peu ça. Après, on va mettre en place des mécanismes d'apprentissage organisationnel continu de sorte à ce que constamment votre entreprise se forme et s'améliore. Il y a de très grandes chances qu'aucun membre de votre équipe se soit formé à quoi que ce soit ces 5 dernières années, et ça, c'est une très grosse erreur. Ça veut dire qu'en fait, votre entreprise vit encore dans l'ancien temps. Et le fait de ne pas se former continuellement, votre entreprise perd de la vitesse chaque année.
année parce que constamment il y a des nouvelles choses et encore plus dans notre époque aujourd'hui où les choses vont très très vite et donc c'est pour ça qu'il faut se tenir à jour constamment en formant son équipe pour qu'elle excelle constamment. Le but c'est pas de se mettre en avant constamment soi et vraiment de se sortir de ça, de dire ok mais si le dirigeant a se former et comme ça moi il fait évoluer l'équipe. Non, justement il faut sortir de ça. Alors bien évidemment le dirigeant doit se former mais c'est aussi important de former individuellement les personnes dans son équipe. Alors là vous allez me dire oui mais si je les forme après ils vont partir. Mais en fait arrêtez de voir que ça, ok, vous n'êtes pas le nombril du monde, il n'y a pas que votre entreprise. Donc bien évidemment les personnes à un moment donné ils vont partir mais il y a aussi l'épanouissement personnel de se dire que vous avez fait évoluer des personnes dans votre société et le fait de les faire évoluer constamment, vous allez voir que à un moment donné il va y avoir un cercle dur qui va se créer dans votre organisation et les personnes vont avoir de moins envie à partir parce qu'elles vont voir que vous les faites évoluer personnellement, vous les faites adhérer à un projet qui leur plaît et qui sont alignés avec leurs valeurs, tout simplement. Le troisième point, c'est l'architecture de l'autonomie opérationnelle. Donc là, c'est des SOP vivants qui évoluent avec l'expérience terrain. Donc lorsque vous avez processisé toute l'organisation de votre société, qu'à chaque point de votre société, vous avez mis des SOP. Donc là, ces SOP, ils sont pas fermes. Je veux dire, il ne faut pas arrêter de les faire à partir de là. Justement, il faut donner accès à ses salariés à ces SOP, par exemple avec un Google Drive ou même en papier. Et il faut que dès qu'on voit qu'il y a un point de friction dans ces SOP, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, et c'est là où c'est important d'automatiser ces équipes, enfin qu'ils soient autonomes parce que du coup ils vont intervenir dans ces SOP. Ils vont dire ah ouais mais là en fait c'est complètement incohérent ce SOP. À l'époque quand on l'a fait il y a 6 mois c'était valable mais aujourd'hui les clients réagissent plus de la même manière, l'organisation ne réagit plus de la même manière donc à mon sens il faut le faire évoluer. Et donc là du coup vous concertez tous ensemble, ok là on le fait évoluer, maintenant on fait plus ça, on le fait plus ça de telle manière, on le fait de telle manière. C'est pour ça que c'est important que ça soit complètement vivant. Et donc là du coup on va déléguer le pouvoir décisionnel avec des garde-fous intelligents. Donc c'est-à-dire que vous serez plus seul à décider de tout, mais vous aurez toute votre équipe autour de vous pour décider de l'avenir de l'organisation, de comment on va organiser ça, parce que en fait tout seul, vous ne pouvez strictement rien faire. Et ça, c'est très dur en tant que chef d'entreprise de l'entendre parce qu'on pense, parce qu'au début, on a commencé seul, on a beaucoup d'ego, on a beaucoup de cœur dans cette société et du coup, on pense qu'on est le meilleur sur tout, qu'on a le pouvoir de pouvoir tout faire, alors qu'en fait, sans notre équipe, on n'est rien du tout. Après le paradoxe de l'effacement productif, en fait, ce que vous allez voir, c'est que plus vous allez vous retirer de l'opérationnel, plus l'entreprise va performer. Votre absence, elle devient un test de maturité structurelle et l'entrepreneuriat comme acte d'architecture et pas d'exécution. Ce que vous allez voir, c'est qu'une fois que vous avez bien tout processisé, bien créé des SOP proprement et que tout est bien clair pour votre équipe, eh bien vous allez voir qu'au plus vous allez vous retirer, et au plus l'entreprise va performer. Si l'entreprise ne performe pas plus, c'est juste que vous avez mal fait l'étape de processisation où vous avez mal créé les SOP et ce qui fait que personne ne les suit. Il n'y a pas de KPI derrière où les équipes ne savent pas vers où il faut aller et c'est pour cette raison que l'entreprise ne se développe pas de la bonne manière sans vous. Donc, vous allez voir, si vous avez bien fait les choses que vous retirez, l'entreprise va grandir sans problème. Après, la partie 3, c'est la pyramide des recrutements systémiques. Donc, du coup, comment recruter et à quel moment et quelles sont les étapes? Donc le recrutement de base, c'est le recrutement d'exécution afin de vous libérer du temps pour mettre en place un petit peu toutes ces tâches. Donc premièrement, vous allez remplacer vos tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Par exemple, si vous passez vos journées à faire les devis, à les envoyer, à faire la compta, etc., ça, on le retire. Premièrement. Après, vous allez créer des fiches de poste ultra détaillées avec des SOP intégrés. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Lorsque vous effectuez vos premiers recrutements, et même si vous êtes seul à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout à fait valable. Et c'est même là, c'est le meilleur moment pour le faire. Donc, vous allez créer une fiche de poste très détaillée. Et vous allez dire exactement la mission de l'employé dans l'entreprise. À cette mission-là, il sera établi en face des SOP où c'est expliqué exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour faire cette tâche-là. Ça va permettre de mettre un cadre à la personne et il va pouvoir savoir exactement comment atteindre l'objectif. Il aura juste à suivre les SOP. Okay, et donc là, déjà, ça va vous permettre de récupérer plusieurs heures par semaine pour travailler sur la stratégie de l'entreprise. Après, le deuxième palier, c'est le recrutement de croissance afin de générer de manière autonome du chiffre d'affaires. Donc là, du coup, vous allez recruter des profils qui sont capables de créer de la valeur sans supervision. Donc, vous pouvez par exemple recruter des directeurs commerciaux, mais attention, un point qui est important et que je vois trop souvent dans les entreprises, il ne faut pas recruter des directeurs commerciaux en espérant qu'ils vont rapporter du chiffre d'affaires. C'est on crée du chiffre d'affaires, on a beaucoup de chiffre d'affaires qui rentre, on a beaucoup de demandes et on veut canaliser cette demande et se servir
servir de ça pour en faire un tremplin et donc on va recruter un directeur commercial qui va chapeauter tout ça. C'est pas on n'a pas de chiffre d'affaires mais on va recruter un directeur commercial pour en faire. Ça ne marchera strictement jamais parce qu'un directeur commercial qui est très bon, il va vous prendre du variable, ça va vous coûter très cher et il n'a pas une baguette magique. C'est surtout un manager qui est là pour faire monter l'existant et vous retirer de cette tâche-là. Okay, donc du coup, voilà, vous allez recruter des commerciaux, des chefs de projet et des responsables marketing. Et là, l'avantage de ça, c'est que vous avez un ROI mesurable parce que à ces directeurs-là, vous allez leur mettre des KPI. Vous allez leur dire, ok, dans 3 mois, il faut que l'entreprise passe de ça à ça. Voici les manières par lesquelles tu peux y arriver. Maintenant, tu as l'autonomie de le faire de quelconque la manière dont tu veux. Le seul objectif, c'est qu'on atteigne les KPI. Donc, si par exemple, vous êtes à 100 000 euros par mois et que l'objectif, c'est de passer à 200 000, vous savez à peu près la grande route, comment y arriver parce que vous êtes penché sur la stratégie. Là, vous allez dire, regardez, il y a telle manière pour atteindre les 200 000, telle manière et telle manière. Je vous donne des clés. Maintenant, je vous laisse y aller de la meilleure manière que vous souhaitez. Ce qui importe, c'est le résultat final. Okay, après, le haut du panier, c'est le recrutement d'autonomie. Donc là, c'est là où on va recruter des directeurs, des managers qui dirigent sans votre validation quotidienne. Donc là, c'est le niveau suivant où du coup, vous allez recruter des personnes qui seront en capacité de prendre des décisions stratégiques dans leur domaine. Okay, et donc, c'est là où vous allez donner la vision d'ensemble et l'alignement culturel parfait. Ok, et donc ces recrutements, ils sont clés. Ces recrutements qui doivent prendre en règle générale plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est des recrutements qui coûtent très cher, qui peuvent coûter très cher à l'entreprise et ça peut être des recrutements très toxiques. Donc là, sur ce type de recrutement, il faut vraiment prendre beaucoup de temps, mettre en place ce qu'on appelle des scorecards lorsqu'on fait les recrutements. Donc il faut avoir également un gros échantillon, plus de 100 personnes qui rentrent dans ces scorecards afin d'avoir un bon comparatif, un bon pool d'essais et voir un petit peu une base comparative. Le conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça pour le faire de la meilleure manière possible et la manière la plus simple, c'est de créer une scorecard où vous allez dire la personne idéale pour ce poste, il faut qu'elle ait tel profil, telle valeur, telle chose, telle expérience, etc., etc. Vous allez mettre une note en face. Donc, si par exemple sur les valeurs, elle est à 3 sur 5, 4 sur 5, etc., etc. À la fin, vous allez mettre toutes ces scorecards dans l'IA. Elle va vous faire un tri complet de ces scorecards et elle va vous donner les 5-10 meilleurs profils. Et ces 5-10 meilleurs profils, vous les convoquez. Vous faites entre 2-3 entretiens, voire plus selon le niveau du directeur. Et après, à la fin, vous prenez votre décision. Mais c'est toujours la même chose. Il faut prendre du temps pour ces décisions. Et donc du coup, l'objectif ultime de tout ça, c'est que l'entreprise tourne mieux sans vous qu'avec vous. Et le test final, c'est que vous devez partir 30 jours totalement et il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur la performance. Vous devenez donc un catalyseur de croissance et pas un rouage essentiel. Donc du coup, maintenant on va passer à la 4e phase, donc la mise en œuvre. Comment mettre en place tout ça? Donc la phase numéro 1, c'est le diagnostic de dépendance critique. Okay, donc là, vous allez cartographier toutes les tâches où vous êtes indispensable. Vous allez identifier les goulots d'étranglement humains. Vous allez calculer le coût d'opportunité de chaque heure mal allouée et vous allez faire une matrice de criticité, c'est-à-dire vous allez voir tout ce qui est urgent, important, délégable, éliminable. Okay, vous faites 4 colonnes et vous mettez toutes les tâches en face. La phase 2, c'est de mettre en place des systèmes de remplacement. Donc vous allez créer les processus qui reproduisent votre expertise. Vous allez mettre en place des outils d'automatisation pour les tâches répétitives. Vous allez former des clones cognitifs capables de penser comme vous. Okay, donc il ne faut pas qu'ils soient comme vous ou moins bons que vous, même s'ils sont meilleurs que vous, c'est mieux. Mais il faut faire en sorte qu'ils aient votre réflexion et votre vision. Et après, à la fin, vous allez faire un test AB sur les nouveaux systèmes vs les anciennes méthodes afin de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Parce que bien évidemment, on n'arrive rarement dès le début au bon système. Il faut itérer afin de trouver ce qui fonctionne le mieux. La phase numéro 3, c'est de recruter par palier de maturité. Donc, déjà, le timing précis, c'est de ne pas recruter trop tôt pour maintenir le cash flow, ni trop tard pour pas avoir une saturation. Donc, il faut trouver le bon équilibre de tout ça. Vous allez trouver des profils évolutifs capables de grandir avec l'entreprise. Ça, c'est super important. Pas forcément de trouver des top seniors, mais trouver des personnes qui sont malléables et qui vont permettre de grandir avec votre vision et dans l'entreprise. Et souvent, c'est les meilleurs profils. Vous allez faire un onboarding intensif où vous allez transmettre la culture et la méthodologie à l'entreprise. Donc, en fait, ce que j'appelle onboarding intensif, c'est pas forcément recevoir les personnes et dire bon mais voilà, ça c'est ta mission, il faut que tu fasses ça et au revoir. Non, et il faut mettre en place des étapes lorsque les employés arrivent. C'est ok, étape 1, c'est formation d'une semaine. La formation elle se passe de telle manière, de telle manière, de telle manière. Étape 2, c'est voir comment se passe la formation, comment se passe l'implémentation de la formation. Une fois qu'elle a été formée, comment se réagit cet employé.
Est-ce qu'il fait bien les processus? Est-ce que tout se passe bien? Ok, semaine 3, est-ce que si on le laisse seul une semaine, comment ça se passe? Si ça se passe mal, ok, on repart à zéro, tac, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas juste, on le met en autonomie, on lui donne à un autre salarié, forme-le et on verra bien comment ça se passe. Non, il faut vraiment standardiser ça et mettre bien ça, que ce soit bien carré. Ok. Et après, la phase 4, ça va être le test de l'autonomie. Ok, donc là, c'est ce qu'on a vu à la partie juste ici. C'est une absence programmée de 30 jours. Monitorer à distance les KPI critiques, donc c'est-à-dire qu'à distance, une semaine sur l'autre, vous savez que si la société va dans la bonne direction ou pas. Vous savez que si sur une semaine, vous avez reçu X demandes de devis, X rendez-vous, X ventes, vous savez que ça va dans la bonne direction par rapport à l'objectif mensuel, trimestriel et annuel. Et donc du coup, ça fait qu'à distance, vous pouvez monitorer tout ça parce que vous avez une personne attitrée qui va remplir les différents tableaux de manière journalière, hebdomadaire et mensuelle. Vous avez donc une capacité de l'équipe à gérer les crises et les opportunités. Et la validation finale, c'est que la performance est maintenue et même améliorée durant votre absence. Donc du coup, la conclusion de tout ça, c'est que l'entrepreneur doit devenir un architecte de système. Ok. Donc vraiment, vous devez opérer une mutation cognitive fondamentale de l'exécutant au concepteur. Vous devez avoir une pensée systémique par rapport à une pensée linéaire. C'est-à-dire vous n'avez pas pensé juste à votre bien personnel et juste penser à ok, là, il faut faire recruter telle personne pour tel poste, pour ça, machin. Non, c'est ok, comment je fais pour penser global pour l'organisation et que tout le monde travaille ensemble et en symbiose. Vous devez avoir une vision à 5 ans et pas réagir aux urgences quotidiennes. Vous devez construire un héritage versus une accumulation d'activités. Ok, donc vraiment, c'est important d'avoir une vision pour son entreprise. Après, vous devez vous libérer définitivement de la prison opérationnelle. Ça vous permet d'éliminer le stress lié en règle générale à la microgestion et du coup vous allez avoir une capacité à saisir les opportunités pendant que les autres en fait ils sont encore dans l'opérationnel. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en règle générale les personnes qu'on voit qui sont complètement sorties de l'opérationnel, c'est eux qui arrivent à saisir les meilleures choses parce qu'en fait ils sont tellement dans la stratégie, ils sont tellement sur une prise de hauteur de notre structure et du marché de manière macro qu'ils arrivent à voir qu'est-ce qui va arriver dans les mois et années à venir. Ok. Et en fait, le fait de faire ça également, au final, votre entreprise va se valoriser beaucoup mieux parce que vous serez complètement indépendant de tout ça et donc, en fait, vous aurez un multiple beaucoup plus intéressant pour la valorisation de votre société à l'avenir. Par exemple, si vous êtes proche de partir à la retraite et de revendre votre société, c'est vraiment le bon moment pour mettre en place tout cela. Et donc, du coup, votre entreprise, ça devient une machine à croissance autonome. Vous avez une intelligence collective supérieure à la somme des parties, vous avez une capacité d'adaptation et d'évolution sans votre intervention et vous avez un système auto-apprenant qui s'améliore en continu. L'entrepreneuriat comme acte de création d'organismes vivants. Donc là, vous ne créez plus une société pour une société, mais vraiment, c'est une organisation comme un petit pays qui sait s'organiser, prendre des décisions et aller dans le cap qu'on a donné. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a servi pour votre société, je serai le plus heureux. Vraiment, appliquez tout cela à la lettre et vous allez voir que vous allez réussir à développer votre société sans problème. Si jamais vous souhaitez que je vous donne un plan d'action personnalisé pour mettre en place ça, parce qu'il y a une partie digitale à mettre en place et c'est quand même le grand axe pour scaler sa société, c'est la transition digitale avec les SOP, tout ça. Donc vraiment, prenez un appel avec moi, je vous fais le plan d'action personnalisé, c'est complètement gratuit. C'est juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août et une bonne journée.